Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le jeudi 30 avril. Dans l'actualité aujourd'hui, c'est le retour du muguet, symbole du 1er mai. 24 heures avant le jour J, les fleuristes se préparent, même si la petite fleur à clochette ne fait plus autant recette. 5 jours après le séisme au Népal, Perrine et son mari népalais vivent au rythme des nouvelles de la belle famille restée sur place. Le village est dévasté. Les membres de la famille se retrouvent donc à la rue comme des milliers de victimes. Enfin, plus légèrement, vivent les mariés. Le temps d'une journée, les résidents de cette EHPAD ont retrouvé l'ambiance des mariages d'antan. Il s'agissait évidemment d'une fausse union, mais la cérémonie a tout de même eu lieu avec les invités, le curé et les mariés, bien sûr. C'est une tradition. Au 1er mai, on offre du muguet, mais depuis plusieurs années, les ventes stagnent. Quoi qu'il en soit, les brins sont de retour dans les boutiques. Reportage de Pierre Dalicieux. Cette fleuriste prépare les 250 brins de muguet qu'elle vient d'acheter à son grossiste. L'année dernière, la même quantité s'est vendue en 2 heures à peine. Le 1er mai, pas question donc de chômer. Il n'y a aucun jour férié chez nous. On travaille, que ce soit le 1er mai, le 25 décembre, on travaille tout le temps. Surtout le 1er mai. Surtout le 1er mai, voilà. Un peu plus loin déjà, les premiers clients. Oui, c'est demain, mais comme j'ai pas le temps et comme j'ai des commissions à faire pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, donc je les prends aujourd'hui. N'en déplaise aux puristes du brin de muguet, traditionnellement vert et blanc, ici on innove. C'est un petit plus parce que les gens, soit ils le demandent, ou alors ça permet aussi d'avoir un petit peu de couleur, parce que le muguet est essentiellement blanc. Hein, donc ça agrémente au niveau du bouquet, quoi. Pour cet autre fleuriste récemment installé en Vendée, le muguet se vendrait moins ici, et pour une raison toute simple. Pour l'instant, je trouve qu'on a moins de commandes ici, oui, que j'avais en région parisienne, en Seine-et-Marne. Je pense qu'il y a beaucoup de muguets qui poussent dans les jardins et les gens vont le cueillir directement sur place dans le jardin. Du coup, ici aussi, on innove et il y a du choix. Il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, c'est sûr. Il y a différentes formes. Voilà, mais ça, c'est très bien. Un peu plus qu'un brin de muguet pour un peu plus cher aussi, mais peu importe le prix, car il paraît que ça porte bonheur. Le 1er mai, c'est aussi la fête du travail et donc des défilés des syndicats. En Vendée, la CGT appelle donc à la mobilisation à partir de 10h à Fontenay-le-Comte et au Sables-d'Olonne et 10h30 à La Roche-sur-Yon. On revient à présent sur l'actualité internationale. 5 jours après le séisme au Népal, plus de 200 rescapés sont arrivés ce jeudi à Paris. Dans le même temps, on a appris la mort d'un 3e Français et le bilan pourrait encore s'alourdir. Sur place, les victimes se comptent par milliers et parmi elles, la belle famille de Perrine. Cette Vendéenne est en effet mariée à un Népalais. Le couple vit en France, mais depuis la catastrophe, leur quotidien est évidemment rythmé par les nouvelles du pays et par les appels téléphoniques avec notamment leur nièce. Grégoire de Châtillon a retrouvé Perrine de retour en Vendée pour quelques jours. Allô Asma? Yes, how are you Asma? Chaque matin depuis le tremblement de terre, Perrine Ok. appelle la nièce de son mari à Katmandou. The night was okay? Cela fait How was the maintenant night? 5 It was nuits okay? que la belle famille de la jeune Vendéenne dort dehors. Okay, during all the night it was moving again. Okay, thank you Asma. Okay, bye bye. Donc en fait ce qu'elle m'explique c'est que la terre continue toujours de trembler, il y a encore eu des secousses cette nuit et il y en a encore eu là toute la journée, donc ils sont encore très inquiets. Du coup tout le monde dort dehors avec des conditions climatiques très difficiles. Là aujourd'hui il pleut encore beaucoup, du coup ça rend les conditions de survie difficiles à l'extérieur. Voilà ce qu'était Kaldar, le village de la famille, situé à 60 km de la capitale. Aujourd'hui, il est en très grande partie détruit. Cette image, on voit ma famille, donc je suis entourée de mon mari et de tous ses frères et sœurs, ses neveux, ses nièces, ainsi que ses parents. Et voilà, là on était entourés des maisons du village qui aujourd'hui n'existent plus. Hormis quelques membres basés à Katmandou, la famille habite principalement dans le village et comme dans la capitale, ils sont désemparés. C'est insoutenable pour eux, ils sont terrifiés, ils ont l'impression que c'est la fin du monde, que jamais ça va s'arrêter. C'est un sentiment de
de terreur. Et ils ont l'impression que oui, jamais ça va s'arrêter, quoi. Kéchar, le mari de Perrine, est à Bordeaux pour le travail. Il a choisi de rester ici pour aider sa famille. C'est très difficile pour lui. Il va au travail parce qu'il doit y aller. Il sait qu'il va pouvoir économiser de l'argent pour leur envoyer de l'argent. Et c'est très difficile de se savoir ici, de ne pas pouvoir aider plus que ça. Mais en même temps, il pense que c'est en continuant de travailler ici qu'il va pouvoir les aider au mieux. Parce qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'argent, principalement. Quant à Perrine, elle devrait repartir au Népal peut-être dans ces prochains jours pour une mission humanitaire d'urgence. Et Perrine et son mari appellent aux dons pour la population népalaise. Le couple avait déjà créé une association en 2007 pour aider les villages à obtenir de l'eau potable. Au travers de cette association, vous pouvez donc donner. L'argent récolté sera reversé aux aides d'urgence. Les prix bas peuvent coûter cher. C'est le message du secteur du bâtiment. Les professionnels se battent en effet contre les offres anormalement basses. Ils demandent donc aux collectivités de faire le bon choix au moment de l'appel d'offres. Une charte vient donc d'être signée entre le secteur du bâtiment et le département. L'objectif est de sensibiliser les professionnels et surtout de détecter les abus. En effet, face à la crise, les chantiers sont de moins en moins nombreux. Les entreprises tentent donc toutes les solutions pour obtenir un projet, quitte parfois pour certaines à travailler à perte et donc proposer un prix très bas, ce qui n'est pas sans conséquence pour un secteur qui a déjà perdu 900 emplois en un an. On écoute le président de la CAPEB. Si on continue dans cette spirale, demain, on n'aura plus qu'à licencier tous les salariés français puis embaucher des salariés européens, par exemple. Demain, on ne formera plus d'apprentis les entreprises n'ont pas de visibilité et puis que ça servirait peut-être à rien. Donc il faut absolument que pour l'économie vendéenne, l'industrie du bâtiment et des TP soient prospères et continuent à marcher normalement et non pas profiter d'une crise économique sans précédent pour que toutes les entreprises disparaissent du jour au lendemain. On prend la direction du conseil départemental à présent. Le budget est désormais voté. La session s'est en effet clôturée ce jeudi. Le point avec Karl Laboureux. Premier vote de budget pour les nouveaux conseillers départementaux, un budget de près de 800 millions d'euros pour l'année 2015, mais un budget qui s'inscrit dans un contexte compliqué selon le président de l'Assemblée, Yves Auvinet, qui pointe du doigt notamment la baisse importante, voire historique, des dotations de l'État, moins 12 millions pour 2015, moins 92 millions prévus sur les 3 prochaines années. Que la collectivité de base participe à l'effort national, oui, mais comme le contexte est compliqué et que ça s'ajoute à un certain nombre d'autres paramètres, et je ne parle pas en plus des compétences qu'on nous transfère discrètement, comme les rythmes scolaires, comme une augmentation du RSA, où on ne nous donne rien de plus et en même temps, on nous demande de payer plus. Donc c'est un peu compliqué. Alors pour faire face, le département économise dans son fonctionnement, tout d'abord en termes de personnel par exemple, mais aussi dans sa communication. Tout cela pour continuer d'assurer ses missions, dont le social. La part du budget liée à la solidarité augmente, plus 7%. Le social reste donc la priorité. Il faudra que nous puissions bien sûr continuer à apporter notre soutien aux Vendéens qui en ont bien besoin. Il faut qu'on fasse preuve de solidarité, c'est vrai. Il faut qu'on puisse assister les Vendéens sans tomber dans l'assistanat. Donc il faudra qu'on soit vigilant sur chaque euro dépensé. Point de désaccord avec les élus d'opposition, l'augmentation de la taxe foncière sur le bâti, plus 1,5%, ou encore la baisse des subventions aux associations. On ne peut pas d'un côté louer le bénévolat, louer le travail des associations et puis faire un plan Vendée double cœur pour le bénévolat et en même temps baisser des subventions, des baisses de subventions qui vont vraiment venir handicaper, si je peux dire, le travail des associations dont nous avons besoin. Associations qui verront donc leurs subventions baisser d'environ 10%. Et puis les élus eux-mêmes souhaitent montrer l'exemple puisque des réductions d'indemnités seront appliquées en cas d'absence aux diverses commissions. En Vendée, en France, on le sait, il existe de nombreuses organisations à but humanitaire. Exemple avec le club Kiwanis ce week-end. Il organise d'ailleurs sa 10e soirée au profit des enfants du monde. Elle se déroulera samedi à Mouilleron-le-Captif. Mais quand on parle des enfants du monde, c'est également
les petits Français, bien sûr. Depuis quelque temps, l'antenne vendéenne vient donc en aide notamment à la petite Lola. Elle est atteinte du syndrome de Rett, une maladie génétique rare qui entraîne une déficience intellectuelle et une grave perturbation de la motricité. En France, 25 à 40 cas sont détectés chaque année, principalement chez des petites filles. Lola et ses parents ont donc besoin d'aide. Ils l'ont trouvée auprès de cet organisme. Reportage d'Anne-Lise Vinet. Comme tous les jours depuis 6 mois, Lola est installée dans ce verticalisateur pendant plus d'1 heure. Atteinte du syndrome de Rett, cet étrange appareil est essentiel au maintien de sa colonne vertébrale. Cependant, la petite fille grandit et son équipement devient inadapté. Alors pour l'instant, le fauteuil, c'est un fauteuil de location. D'ici peu, elle en aura un à elle, avec toutes les options. Un nouveau fauteuil donc, dont le financement sera pris en charge en partie par l'organisation Kiwanis de La Roche-sur-Yon. Nous aidons les parents donc à prendre la partie qui n'est pas prise en charge par la sécurité sociale pour payer son fauteuil. Ceci dit, les prochaines actions, elles vont venir très rapides, parce qu'il va falloir, je pense, réaménager toute sa chambre dans un avenir très proche. Une promesse d'aide sur une longue durée qui permettra à Lola d'obtenir une nouvelle chambre adaptée à son handicap. Donc là, on se situe dans la chambre à Lola, en fin de compte. Donc sa partie chambre, où il faut avoir un périmètre d'1,50 m autour du lit pour pouvoir circuler avec le fauteuil, plus nous-mêmes derrière. Et puis ensuite, ici se trouverait donc sa salle de bain. Là, on a fait un devis juste pour le rail qui va faire donc le contour du garage. Le devis nous révèle qu'il y en a pour au moins 9 600 €, juste le rail. Donc après, il faut compter tous les travaux à faire ici, entre toutes les isolations, refaire les murs, le sol, puis après tout l'équipement. Comme Lola, plusieurs associations de la région nécessitent un soutien financier. Une nouvelle politique d'action pour Kiwanis. Nous apercevons que depuis quelques années, le local, il y a des gros besoins au niveau local, au niveau régional, et nous allons certainement avoir une inflexion dans les aides que nous donnons vers le local. Au total, Kiwanis a aidé une vingtaine d'enfants en Vendée depuis 12 ans. Et au-delà du soutien apporté par le club Kiwanis, les parents de Lola ont créé une association baptisée Lola, un regard sur la vie. Et les jeunes aussi se mobilisent. Au lycée Notre-Dame-du-Roc, ils viennent de participer à une course solidaire. L'objectif était simple. Plus ils faisaient de tours de piste, plus les dons récoltés étaient importants. L'an passé, ils avaient ainsi pu parrainer 25 enfants d'Haïti. Un parrainage qui permet d'aider notamment à l'éducation et à l'alimentation des jeunes haïtiens. Pour les lycéens vendéens, il était donc essentiel de s'engager à nouveau. Ça nous tenait à cœur de faire cette marche parce que c'est pour les enfants et voilà, ça nous touche tous un peu, donc on a envie de les aider. Si nous on aurait été dans le cas, je pense qu'on serait bien content qu'on nous aide. C'est très important pour moi parce que après il faut penser à tout ce qu'il y a derrière, à tout ce que l'association va faire pour aider ces jeunes. Et décidément, les actions solidaires se succèdent sur le département. Exemple avec cette autre opération qui aura lieu les 5 et 6 juin prochains au Sables-d'Olonne. Baptisée Vendée Cœur, elle invite le public à participer à 24 heures de glisse. L'objectif étant, là encore, de récolter de l'argent pour une association. C'est un événement qui a pour vocation de porter une cause caritative, de promouvoir les intérêts d'une cause caritative qu'on va choisir chaque année différente. Cette année, pour la première édition, on a choisi l'association Rêve, qui a pour vocation de réaliser les rêves des enfants malades. Image signée Jean-Marie Bidot. On le sait, le sport, c'est la santé et c'est le message relayé auprès des jeunes. Quelques 1200 lycéens de la région se sont donc retrouvés mardi sur le site des Terres Noires à La Roche-sur-Yon pour une journée sportive. Au programme, découverte de la boxe, du rameur, de la zumba ou encore du handisport. Vous le voyez d'ailleurs sur ces images. L'une des membres du comité d'organisation nous en dit plus sur les objectifs de tels rendez-vous. L'objectif de la région et du CROSS, c'est de garder un contact avec les jeunes lycéens pour pas qu'ils arrêtent le sport arrivé en seconde. Voilà, et leur redonner goût à faire du sport, à découvrir des sports nouveaux, parce que on avait de la savate, des sports qu'ils n'ont pas l'habitude de pratiquer régulièrement, de l'ultimate, du kinball, du stuggball, voilà, des sports nouveaux.
Et après les jeunes, on va terminer avec les plus anciens qui ont retrouvé un peu de jeunesse avec un bond dans le passé. Les résidents de l'EHPAD de Couex ont en effet organisé un mariage d'époque. Tout y était, les costumes, le curé et bien sûr les mariés. Alix Lanos a donc assisté à ces noces d'antan. C'est vous qui allez chercher la mariée, on y va ? C'est l'effervescence ce matin dans le hall de cette EHPAD et pour cause, on fête aujourd'hui un événement un peu particulier. C'est mon fils et puis je le conduis marié aujourd'hui, puis j'ai mis ma belle tenue. À 88 ans, c'est grand temps. Hein. C'est Yvonne, 85 ans, qui tient le rôle de la mariée. Bouquet, coiffe d'antan, les mariés et leurs invités ont tous joué le jeu de ce faux mariage à l'ancienne. Et pas question de faire les choses à moitié. Pour l'occasion, même monsieur le curé s'est déplacé. C'est la première fois, et c'était pas un mariage, c'était plus une occasion de célébrer un gros événement avec les retraités. Là. Ça fait 2 mois que ça alimente leur discussion. Et là, depuis 15 jours, ils parlaient que de ça. Ils ont mal dormi. Il y a une résidente qui est descendue à 10h30 hier soir pour habiller, pour aller au mariage. Un mariage très attendu donc, où chacun a pris son rôle très au sérieux. Alors quand on demande aux convives ce qu'ils souhaitent aux jeunes mariés... Beaucoup de bonheur et puis gagner bien leur vie. Beaucoup d'enfants. Longue vie pour les mariés. Vin d'honneur, repas, bal et bien sûr danse de la brioche. C'est une vraie journée de noces à laquelle ont participé tous les résidents de la clergerie. Et si les mariés feront tout de même chambre à part ce soir, c'est ensemble qu'ils dégusteront au dîner la fameuse soupe à l'oignon. Et comme le dit l'adage, que l'on parle de la pluie ou de l'âge, mariage plus vieux, mariage heureux, puisque ces prochains jours, c'est bien le gris, les averses et le vent qui accompagneront nos jeunes mariés et tous les Vendéens. Les défilés du 1er mai et la vente de muguet s'effectueront donc sous les parapluies. Et la tendance restera malheureusement la même tout le week-end. Samedi, les ondées pourraient être un peu moins nombreuses avant de revenir pleinement dimanche. Et bien sûr, le calme devrait progressivement revenir à partir de lundi. Et justement, on se retrouve à présent lundi pour une nouvelle semaine d'actualité. D'ici là, malgré le mauvais temps, très beau week-end à tous.